hanno fermato quella che una volta era la terza tecnica, che oggi equivale alla terza dell'obbligo. Però nella vita mi sono sempre contornato di persone molto colte, capaci e soprattutto pervase dal desiderio di avere successo. Né en 1898, décédé 90 ans plus tard, l'homme est secret. C'est de ce bureau, à 2 pas de son usine, qu'il façonnait son empire. Une histoire qui commence en 23 avec l'emblème d'un aviateur mort au combat, un cheval cabré noir sur fond jaune, symbole du mythe Ferrari. Force et succès d'un palmarès record acquis pour l'essentiel au Mans et en F1, mais aussi la fragilité de cette posture contre nature. L'homme glacé et solitaire n'hésite pas à exacerber la concurrence entre ses pilotes au point d'en faire des martyrs. Pour entretenir cette vénéneuse maîtresse, Enzo Ferrari imagine des productions commerciales hors du commun, signe distinctif de passion pour riches amateurs, mais seule la bénédiction de Fiat en 70 permet de concentrer tout le potentiel de Maranello sur la Formule 1. Jody Scheckter est le dernier des 8 champions du monde. C'était en 1979. Un an après la mort d'Enzo Ferrari en 88, les héritiers veulent perpétuer la légende. Ils engagent Alain Prost. Le triple champion du monde récolte des victoires mais pas de titre. Il est remercié. En 93, un autre Français est appelé au chevet de la Scuderia. Jean Todt a pour mission de tout moderniser, réorganiser. Pendant ce temps, faute de résultats, ce sont les tifosi qui entretiennent la flamme. En 97, c'est Schumacher qui est près du but. Si près, trop près. Mais l'Allemand, en 99, s'est remis à l'ouvrage. Avec son coéquipier Eddie Irvine, ils ont porté à 122 le nombre record de victoires en Grand Prix pour Ferrari. Avec le doublé d'Imola, ils sont en tête du championnat constructeur. Reste le titre mondial pilote. Celui-là, cela fait 20 ans qu'il refuse d'entrer à nouveau dans la légende. Dans la maison qui est derrière nous, Enzo Ferrari a passé les dernières soirées de sa vie auprès de ses voitures de course, ses chers Formule 1 comme il les appelait. 5 ans après, Jean Todt, c'est vous qui avez pris les rênes de la Scuderia en juillet 93. Alors, est-ce que vous n'avez pas été un peu surpris par la solennité des lieux et même leur ampleur, en quelque sorte? Non, c'est vrai que le mythe Ferrari est quelque chose qui a tout le temps existé, quelle que soit la qualité des résultats d'ailleurs. C'est souvent quelque chose qui m'a étonné, qui existe toujours, mais j'ai surtout été concentré sur la restructuration de l'équipe et qui était dans une situation plutôt difficile, voire désastreuse. Et j'avoue que ça a mangé mes journées et mes nuits. Alors nous sommes ici à quelques pas de la piste de Fiorano. Vous voyez qu'elle n'est vraiment pas loin de la Scuderia. C'est là que se passent tous les essais. Jean Todt, juillet 93, ça a été une date importante pour vous, mais ce n'est pas la seule. On ne vous suit pas dans votre carrière avec Thomas Sénécal. Entre Jean Todt et les victoires, c'est une longue histoire d'amour. À 20 ans, il devient coéquipier en rallye. Comme Anou Nicolas, les meilleurs pilotes apprécient les qualités de Jean Todt, calculateur, organisé et déterminé. Mais le meneur d'hommes pointe déjà sous le copilote. Et après la conquête du titre de champion du monde des marques pour Talbot, aux côtés de Guy Fréquelin, l'heure est venue pour Jean Todt d'abandonner le baquet. Il a alors 35 ans. C'est un passé qui s'en va avant tout, mais il y a une tâche tellement intéressante qui m'attend que je vois ça avec beaucoup d'espoir. L'espoir se nomme 205 Turbo 16. C'est le début d'une épopée couronnée de lauriers, 2 titres de champion du monde pour Salonen et Cancunen et 2 titres des marques pour Peugeot. La 205 survole la concurrence, un triomphe personnel pour Jean Todt, mais le patron cultive aussi l'esprit d'équipe. Oui, Peugeot Talbot Sport, actuellement on a une équipe d'une 50aine de personnes. Un groupe qui saura conduire vers de nouveaux défis. Les groupes B chassés des rallyes, Peugeot trouve refuge en Afrique et remporte 4 victoires au Paris-Dakar. 1990, Peugeot débarque en circuit avec la 905. Partie d'une feuille blanche, l'équipe de Jean Todt devient championne du monde des voitures de sport et gagne 2 fois les 24 heures du Mans. Mais ces victoires sont les dernières de Jean Todt pour Peugeot. Courtisé par la Formule 1, il choisit la mission la plus délicate, redresser Ferrari. Sono molto felice
Prenant en main la gestion sportive de la Scuderia, Jean Todt conduit d'abord au succès ses deux pilotes, Gerhard Berger et Jean Alesi, ici au Grand Prix du Canada 1995. Mais c'est avec l'arrivée de Michael Schumacher l'année suivante que Ferrari passe un cap. Depuis lors, la Scuderia a gagné près de 20 courses sans décrocher ce titre qu'elle attend depuis 20 ans. Jean Todt n'a donc pas tout gagné, mais à 53 ans, ce perfectionniste s'approche à grands pas de la réussite absolue. Merci Jean Todt de nous faire visiter votre bureau. Alors là, tout de suite, ce qu'on voit, c'est le portrait d'Enzo Ferrari. Oui, c'est notre maître à penser, donc je le regarde souvent. Je me demande ce qu'il dirait aujourd'hui. Donc il a les casques Michael Schumacher, Luca Badoer, notre pilote d'essai, Eddie Irvine. Ici, une grosse télévision, c'est quoi? C'est un programme de musical? Non. Non, c'est un téléscripteur avec les informations. Il est grand parce qu'on me l'a donné. Ici, la première boîte de vitesse semi-automatique de la Scuderia, je crois que c'est en 89. Oui, c'est une boîte assez ancienne, mais je suis conservateur, donc je l'ai gardée aujourd'hui. Elles sont en carbone. Alors, Jean Todt, au mur, beaucoup de photos. Que représentent-elles? Elle représente, depuis mon arrivée chez Ferrari, chaque photo représente une victoire. Donc la première victoire en 94 avec Berger, en 95 avec Alesi au Canada. Ensuite, arrivée de Schumacher et Irvine. Donc au total, il y en a 19. Donc 19 photos, 19 victoires. Et il y a encore pas mal de places de disponibles. Je considère que l'objectif, c'est de remplir tous les panneaux avant de partir. Jean Todt, on a vu que vous avez tout gagné. Championnat du monde des rallyes, rallye raid, 24 heures du Mans. Maintenant, c'est la Formule 1. Vous êtes bien parti. Il y a eu un petit accro au Canada. Non, depuis 3 ans, en fait, on se bat jusqu'à la dernière course pour le titre de champion du monde. En 97, dernière course, 98, dernière course. En 99, c'est pas mal parti, malgré cet incident de parcours au Canada. Cela étant, la route est longue, il reste encore 10 Grands Prix. Le Grand Prix du Canada, eh bien, on l'analyse tout de suite, et en même temps que cela, l'actualité de la Formule 1. Le championnat du monde a connu au Canada son premier bouleversement. En passant la ligne d'arrivée sous drapeau vert, ce qui constitue une première en Formule 1, Mika Häkkinen a conquis une victoire qui lui permet de déloger Michael Schumacher de la première place du classement mondial. Mené depuis le début de la saison par un pilote Ferrari, Irvine tout d'abord, Schumacher ensuite, ce classement donne désormais 4 points d'avance à Häkkinen sur Schumacher et 9 points d'avance sur Irvine. La joie d'Häkkinen et de l'équipe McLaren-Mercedes à l'arrivée au Canada démontre que cette victoire était inespérée. À Montréal, en effet, les Ferrari étaient les plus fortes. Schumacher l'a prouvé en s'adjugeant la pole position, puis en menant la course pendant 29 tours, sans prendre de risques, notamment pour économiser ses freins, toujours très sollicité sur ce circuit. Et puis, comme Häkkinen à Imola il y a 1 mois et demi, Schumacher a commis l'irréparable en fracassant sa Ferrari dans le mur de la chicane des stands. C'est le sort des grands pilotes que de commettre de grandes erreurs. La Scuderia Ferrari en reste donc à 122 victoires en Grand Prix, mais elle conserve la tête du championnat du monde des constructeurs de F1. La revanche aura donc lieu dimanche prochain au Grand Prix de France à Magny-Cours, où Schumacher s'est souvent montré à son avantage avec 4 victoires au cours des 5 dernières années. Mais attention, McLaren-Mercedes a fourbi ses armes. Après Montréal, ici sur ces images, l'équipe McLaren s'est rendue en essai privé à Magny-Cours, où elle a aligné une nouvelle voiture à empattement allongé, et cela avec succès. Voici d'ailleurs les meilleurs temps des essais de Magny-Cours à 4 jours du Grand Prix de France. Le duel McLaren-Ferrari rebondira donc de plus belle à Magny-Cours avec un nouvel élément non négligeable, la très grande forme actuelle de l'équipier de Schumacher, Eddie Irvine, auteur du meilleur tour en course au Canada et qui jouera sa carte en France à l'instant où son alter ego chez McLaren, David Coulthard, est en perte de vitesse. Voilà donc Häkkinen seul contre tous et c'est dans cette situation qu'il est le plus fort. Rendez-vous à Magny-Cours. Dans les coulisses, c'est Damon Hill qui a fait cette semaine l'actualité de la Formule 1. Damon raccrochera son casque de pilote de course à la fin de cette saison 99. Avec une carrière de 105 Grands Prix aujourd'hui, 20 pole positions, un titre de champion du monde en 1996 et 22 victoires, dont la dernière en Belgique l'an passé chez Jordan, le fils du double champion du monde Graham Hill va orienter sa carrière vers d'autres horizons et notamment la télévision. De
Devant nous, la 550 Maranello, c'est le vaisseau amiral de la gamme Ferrari. Jean-Todt, vous en avez une, je crois. Oui, j'ai la chance d'en avoir une, mais je la laisse à Paris parce que ça me permet, quand j'ai quelques moments de repos, d'en profiter plus amplement. Et ici, à Maranello, vous en conduisez une de temps en temps? Non, à Maranello, j'ai des voitures plus civiles. J'ai une Maserati ou une Alfa Romeo. Ah oui, des voitures du Donc groupe. je suis pas trop à plaindre quand même. Oui, non, ça va. Des voitures du groupe Fiat. Jean-Todt, vous êtes un anxieux. On vous a suivi pas à pas lors des essais du Grand Prix du Canada. On a même vu que vous rongiez les ongles de temps en temps. On voit cela tout de suite. Écoutez, les cloches de l'église de Maranello n'ont pas sonné à l'arrivée du Grand Prix du Canada comme elles le font à chaque fois que Ferrari remporte une victoire en Grand Prix. Car c'est ici que bat le cœur de toute une région à l'heure de la course, ici où l'on vit sa passion devant des écrans géants de télévision. Regardez maintenant ce reportage plein d'émotions sur le peuple de Maranello à l'heure d'un Grand Prix. Siamo a 5 chilometri da Benetton noi. Après ce document sur la vie de Maranello pendant un Grand Prix, on tourne une page de pub et on se retrouve dans un instant, toujours dans le Temple Ferrari. A tout de suite. Là maintenant dans le bureau des origines du Commendatore. C'est là qu'il recevait ses visiteurs, c'est d'ici qu'il donnait ses ordres. C'était un petit peu son poste de commandement. Mais vous savez que parmi tous les pilotes de la Scuderia, Enzo Ferrari avait deux préférés, Tazio Nuvolari et Gilles Villeneuve. C'est Jean-Louis Moncey qui nous parle maintenant des préférés d'Enzo. Ayant été pilote lui-même, Enzo Ferrari savait le prix du talent au service de la victoire. Aussi vénérait-il spécialement cette race de pilotes qu'il surnommait les Garibaldiens, en référence à Garibaldi, le chef politique italien qu'il admirait. Pour Ferrari, le Garibaldien était le jusqu'au-boutiste par excellence, capable de conduire sa voiture au-delà des limites, du départ jusqu'à l'arrivée. Dans son livre intitulé « Mes joies terribles », Ferrari fait l'éloge de son premier pilote d'exception, le français Guy Moll, qui gagna à Monaco en 1934
et se tua quelques mois plus tard à Pescara. Guimol fut un météore dans le ciel de la course où régnait déjà le grand Asio Nuvolari. Nuvolari et Ferrari, c'est une histoire qui débuta en 1924 pour s'achever en 1953 quand le pilote, malade, mourut dans son lit. Nuvolari excellait dans toutes les disciplines, les grands prix, les records de vitesse et les grandes épreuves routières comme la Targa Florio ou les 1000 milles que Ferrari appréciait par-dessus tout. Sa technique resta jusqu'au bout un prodige d'instinct aux limites des possibilités humaines et des lois de la physique. Voilà ce que Ferrari disait de Nuvolari. Plus tard, le commendateur aima Peter Collins d'une affection paternelle, il admira Stirling Moss, mais c'est Gilles Villeneuve qui remplaça Nuvolari dans son cœur. Villeneuve, le monde de la course le pleure encore aujourd'hui après sa mort aux essais à Zolder en Belgique. Villeneuve, ainsi décrit par Ferrari, broyant les essieux, les boîtes de vitesse, les embrayages et les freins, il nous a appris ce qu'il fallait faire pour qu'un pilote puisse se défendre dans un moment imprévisible. Mais le 8 mai 82 à Zolder, Villeneuve ne put se défendre. Nul doute que Gilles Villeneuve, avec ce numéro 27, a suscité bien des vocations chez les jeunes pilotes. C'est lui en tout cas qui a donné la passion de Ferrari à Anthony Delon. Anthony nous dit maintenant tout ce que cela représente pour lui. C'est un mythe. La Ferrari, c'est vraiment le rêve de tout jeune garçon, je pense. Hein. Quand on est gosse, on a des petites voitures et tout. C'est la Ferrari. D'abord, c'est le rouge. C'est une couleur magnifique. Et puis c'est Ferrari, c'est ce bruit, c'est un mythe. Ensuite, quand on grandit et qu'on voit un peu comment c'est fait dedans, cette boîte à grille, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture de course. J'ai pas de Ferrari, j'en ai encore jamais eu. J'espère qu'un jour je pourrai m'en payer une. Moi, ma préférée, c'est la GTO. Et comme ça, voiture de ville, hein, la GTO, et ça c'est fantastique. La 355 berlinette, c'est vraiment extraordinaire. Rouler en Ferrari, c'est parce qu'on aime Ferrari. Il y a des Porschistes, il y a des Ferraristes, il y a d'autres qui aiment des Jaguars. Mais la plupart de ceux qui roulent en Ferrari sont des puristes, ils aiment ça. On comprend mieux qu'on puisse tomber amoureux de ces voitures comme Anthony Delon quand on voit comment elles sont construites. Nous sommes ici à Maranello, dans l'usine où sont produites à une cadence de 14 par jour les toutes nouvelles 360 Modena, des voitures fignolées par des artisans qui ont la passion chevillée au corps. La passion, c'est aussi celle de Jean-Louis Moncé, qui a essayé pour nous la 360 Modena. La petite dernière de l'usine de Maranello, la 360 Modena. Cette berlinette de place n'est pas seulement celle qui succède à la 355, elle a aussi la mission de faire entrer le petit cheval cabré dans l'an 2000. C'est pourquoi les bureaux d'études de Ferrari ont choisi pour elle les solutions les plus modernes et les plus nobles, notamment un châssis, une carrosserie et des suspensions tout en aluminium, soit un gain de poids de 60 kg par rapport à la 355. Allant de pair avec cette conception, l'équipement routier de la Modena est évidemment tout à fait complet. La ligne générale de la voiture est fine et masculine à la fois. C'est le maître carrossier Pininfarina qui l'a dessinée. L'habitacle n'est pas étriqué, bien au contraire. L'instrumentation est complète. Le régime maxi à 8600 tours et la boîte de vitesse à 6 rapports rappellent que nous avons affaire à une voiture d'exception. Le réservoir de carburant contient près de 100 litres, de quoi réduire les arrêts à la pompe. Le coffre avant est vaste, 220 litres de contenance, avec une trousse à outils, comme sur toutes les Ferrari depuis l'origine. Quant aux freins et aux pneus, ils sont taillés pour les 297 km/h en vitesse de pointe annoncée par l'usine. Mais attention, il n'y a pas de roue de secours. À l'évidence, la Modena est faite pour régner au pays des cracks et de la vitesse pure. Ses qualités routières sur tous les terrains sont véritablement impressionnantes, efficaces pour le conducteur chevronné, indulgentes pour le débutant.
Assurément, pour arriver à une telle homogénéité, il faut un moteur et celui de la Modena est remarquable. Il s'agit d'un 8 cylindres en V de 3600 cm3, 5 soupapes par cylindre qui développe 400 chevaux. Sa gestion est totalement électronique, à l'image des Formule 1 d'aujourd'hui. Sa distribution est variable, ce qui confère à la Modena sa qualité essentielle. Elle est aussi docile dans les embouteillages que puissante sur l'autoroute. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter en Allemagne, où la vitesse sur autoroute est libre, il y a une autre solution. Et oui, on peut conduire la Modena sur une piste. Ferrari a également prévu cela. Un galop sur le circuit de Pont-l'Évêque nous a permis de le vérifier. Dans toutes les situations, la Modena s'est avérée parfaitement saine. Nous n'avons jamais pris les freins en défaut et nous avons consommé un peu plus de 16 litres au 100 en conduite sportive. Quant à la tenue de route, elle est exceptionnelle, mais c'est normal, la Modena est une voiture à effet de sol. Plus la vitesse augmente, plus l'adhérence est importante. En vérité, le bilan de cette nouvelle Ferrari est stupéfiant. Bien sûr, la Modena est bruyante. Bien sûr, elle est chère, prix de base 793 000 francs, mais avec un tel engin, Maranello a réussi son pari de l'an 2000. Enfin, voilà une Ferrari que l'on peut mettre entre toutes les mains. Nous sommes ici dans l'atelier de sellerie de Ferrari, là où les petites mains travaillent le cuir des sièges et des tableaux de bord. Ceci pour rappeler que les 3500 voitures produites chaque année ici à Maranello sont entièrement construites à la main. Tout à l'heure, nous nous sommes promenés sur la piste d'essai de Fiorano, mais Ferrari possède une autre piste d'essai privée, c'est l'autodrome de Mugello, situé à 100 km d'ici à Florence, et qui a accueilli, il y a 15 jours, le Grand Prix d'Italie motocycliste, Laurent Corri qui était là-bas. Al Mugello non si dorme, al Mugello non si dorme. Depuis très longtemps, les tifosi se sont passionnés pour la compétition moto. Le dernier Grand Prix d'Italie, disputé sur le circuit du Mugello, en a apporté une nouvelle fois la démonstration. Cette passion immodérée pour la moto est due en majorité à la notoriété du plus grand pilote de l'histoire, l'Italien Giacomo Agostini, 15 fois champion du monde dans les années 60. L'Italie, c'est un pays de la moto. Nous avons beaucoup de constructeurs de motos. Nous avons eu beaucoup de constructeurs de motos. Alors, c'est comme un pays qui a la mer. Beaucoup du monde il va faire la pêche. En Italie, nous avons beaucoup de motos et nous avons beaucoup de motards aussi. Si les constructeurs italiens ne manquent pas, les pilotes transalpins sont encore plus nombreux. À eux seuls, toutes catégories confondues, ils représentent près du quart des engagés. Les plus connus s'appellent Biaggi, Cadalora ou Rossi, mais déjà, la relève est là. Les Melandri, Locatelli ou Poggiali s'annoncent comme les futures stars de la moto mondiale. Tous, ou presque, ont commencé dès leur plus jeune âge. En Italie, il est possible pour les passionnés de moto de courir très jeunes, et en plus sans dépenser beaucoup d'argent. C'est le résultat du travail accompli par la fédération italienne qui a créé une filière et de nombreux petits championnats dont sont sortis plusieurs pilotes, comme moi et comme bien d'autres encore. Une industrie prospère, des pilotes qui gagnent et des supporters passionnés. Voilà l'alchimie qui assure en Italie la popularité d'une discipline largement médiatisée. Beaucoup de monde connaît la moto. Aussi le monsieur qui travaille dans une banque ou dans un bureau comme ça. Quand il te voit le lundi, il part de moto parce que peut-être il est resté à la maison, il a vu la télévision, il a vu la course de moto, et c'est ça. Cette popularité de la moto est tellement forte en Italie que les pilotes sont considérés comme des héros. Des héros que chacun veut approcher et toucher, comme ici Valentino Rossi pendant le Tour d'honneur. Max Biaggi a même été obligé d'abandonner sa moto pour fuir les dizaines de tifosi qui fonçaient sur lui. Alors pour les consoler, Max leur a lancé son casque. Vous le voyez en Italie, tout est fait pour que la moto ait du succès. Il y a aussi beaucoup de circuits et puis il y a la télévision qui s'occupe aussi beaucoup des retransmissions. Donc tout ça, ça fait un tout qui amène les motos, les pilotes, les sponsors, l'argent pour la course.
Avec plus de 530 victoires en Grand Prix, les pilotes italiens dominent largement cette discipline. Et cette suprématie ne s'applique pas uniquement à la vitesse, puisqu'en cross, le champion du monde 125 s'appelle Alessio Chiodi. Le leader de la catégorie 500, c'est Andrea Bartolini, et le champion du monde en titre 250 se nomme Tortelli, mais lui, ouf, heureusement, il est français. Nous sommes ici dans le temple de Maranello, l'atelier qui construit les moteurs des Ferrari de production. Vous savez que c'est aussi la particularité de la Scuderia Ferrari. Elle construit elle-même ses châssis, ses moteurs et ses boîtes de vitesse, contrairement aux autres équipes de Formule 1. Nous quittons Maranello quelques instants pour nous rendre en Grèce, au rallye de l'Acropole, que Richard Micot a suivi pour nous. Même si son kilométrage d'antan a été revu à la baisse, l'Acropole, en revanche, est redevenu le rallye le plus cassant du championnat. Et surprise, c'est la Peugeot 206 WRC de Marcus Gronholm qui va signer le premier temps scratch, le Finlandais qui, dans la foulée, sera contraint à l'abandon, embrayage cassé. Puis c'est au tour de Colin McRae sur la Ford Focus de prendre le relais devant son équipier Thomas Radstrom, l'Écossais qui à nouveau semble vouloir jouer les troubles fêtes. Tout cela avant que les Subaru de Richard Burns et de Juha Kankkunen n'en décident autrement. Puis le Finlandais, victime d'une crevaison, devra laisser filer seul en tête son équipier Burns, auteur de 4 meilleurs temps sur les 8 au programme de la première étape. Quant à Tommi Mäkinen, le champion du monde en titre, il a joué placé tout au long de cette première journée de course, tout comme Didier Auriol d'ailleurs, mais le Français ne sera pas récompensé de ses efforts, jugez plus tôt. Putain, là je crois que c'est fini. Plus qu'il y avait une pierre. Fini. Il y avait une grosse borne kilométrique en béton qui est vraiment invisible, qui est pratiquement sur la route, mais juste à l'endroit où on plonge, où on met le point de corde. Puis la roue en braquant, un petit peu ouvert, on l'a prise touchée, et puis boum, la roue en l'air, et puis voilà, et puis c'était fini. Bon, maintenant, il va falloir penser à la Nouvelle-Zélande. François Delecourt sera lui victime d'un bris d'amortisseur, mésaventure qui va le faire rétrograder en 8e position. De temps en temps, on a mal parce qu'on se dit merde, une voiture aussi fabuleuse, aussi belle, et de l'abîmer autant. D'un autre côté, c'est aussi le summum de la technologie, d'arriver à aller vite sur ce genre de route. Il faut quand même savoir, pour l'anecdote, que dans la dernière spéciale, on fait le scratch à 110 de moyenne avec des vitesses de pointe de 190 km/h. Autre surprise en début de deuxième étape, celle de voir Colin McRae ouvrir la route, l'Écossais qui pourtant était pointé la veille en 2e position. Tout cela en fait car Richard Burns a volontairement écopé d'une pénalité, histoire de ne pas se retrouver en tête et ainsi déblayer la route pour ses principaux adversaires, à commencer par Tommi Mäkinen, toujours très bien placé dans le sillage du Britannique, et Carlos Sainz, dont la stratégie n'était pas d'attaquer à outrance, mais plutôt d'assurer en suivant le rythme. Car les abandons vont se succéder au cours de cette difficile deuxième journée. Sur une liste déjà longue vont tour à tour figurer Juha Kankkunen, victime d'un bris de suspension, et Colin McRae, dont la boîte de vitesse de la Focus va rester bloquée sur le premier rapport. Retrait également de Piero Liatti sur la Seat, l'Italien qui était 6e du scratch avant de sortir de la route. Une deuxième étape donc où les mécaniques ont été mises à rude épreuve. Exemple flagrant ici avec la 206 de François Delecourt qui a perdu l'amortisseur avant gauche. C'est imparable. Pas de problème. 5e du classement général, le Français pensait alors avoir tout perdu, mais son équipe va faire des prouesses et reconstruire une voiture en 52 minutes. Un véritable exploit. Émouvant de voir cette équipe de mécanos qui font eux le travail que fait le pilote dans une épreuve chronométrée. Ben, eux ils viennent de le faire là, c'est extraordinaire. Peine perdue pour l'équipage français qui sera contraint à l'abandon au cours de la 3e et dernière étape, boîte de vitesse cassée. Une dernière journée de course où Richard Burns est parvenu à déjouer tous les pièges de l'Olympe. Le pilote Subaru s'impose devant Carlos Sainz, l'Espagnol, qui n'aura pas pu se battre jusqu'au bout, victime à son tour d'un bris d'amortisseur. 3e, Mäkinen réalise la bonne opération en repartant de Grèce en leader du championnat à l'issue d'une course dominée de main de maître par Richard Burns. Une belle revanche pour le Britannique après la mer, épisode argentin. C'est sur ce vélo qu'Enzo Ferrari parcourait ses ateliers à Maranello, petit clin d'œil de l'histoire, pour celui qui construisait les voitures les plus rapides du monde. D'autres clins d'œil maintenant avec les cocasseries de Minari. Une Ferrari, ça se bichonne, ça se cajole. Pas vrai, Jean ?
La Ferrari, ça s'idolâtre. La Ferrari, rien ne lui résiste. Pas même un commissaire de piste. Eddie qui rit, même quand il perd la pole. Irvine qui pleure, sous la douleur. Ça fait mal, hein. Pour la fête, Schumi n'est pas mal non plus. Et le patron n'est pas le dernier à mouiller sa chemise. S'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Dans le monde entier, le cheval cabré déchaîne les passions et réunit les générations. Si cela profite d'un abandon pour s'installer au volant, ils rêvent tous d'un triomphe en rouge, façon César Imperator. Ferrari hante leur nuit. Ferrari à la folie. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, la semaine prochaine, un automoto spécial d'une durée exceptionnelle de 2 heures, avec un démarrage toujours à 10 h du matin. Ce sera pour le Grand Prix de France à Manicourt. Et n'oubliez pas, pour les Parisiens, toute la journée, les coupes de l'âge d'or à Montlhéry. C'est aujourd'hui, avec un plateau spécial Ferrari et un plateau spécial Maserati. Tout de suite, c'est Téléfoot. Bon dimanche sur TF1.